je vais, je vais m'inscrire complètement dans le sillage des interventions précédentes de Houda et Marwan, en posant finalement cette même question par rapport à la reconnaissance, ou ce manque, surtout cette absence de reconnaissance des pénalités liées à l'appartenance religieuse, mais en me plaçant donc du point de vue de mes enquêtes empiriques qui, je vais le préciser dans un instant, ont été réalisées essentiellement dans le monde du travail. Donc pour approcher la question de l'islamophobie, je vais montrer comment ces recherches m'ont entraînée vers ce thème et m'ont conduite à tirer un certain nombre de constats qui montrent les dissonances qui se jouent entre la dynamique antidiscriminatoire et l'islam. Alors que le corpus législatif de lutte contre les discriminations en France mentionne le critère de la religion, la reconnaissance des discriminations concernant les pratiques liées à l'islam demeure très fragile, presque non traitée. Et de manière générale, et c'est l'hypothèse que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, l'islam apparaît non seulement hors champ de la dynamique antidiscriminatoire, mais également comme le socle d'un espace argumentaire qui vient entretenir le flottement, voire la réversibilité caractérisant la prise en compte des discriminations dites ethno-raciales dans le contexte français. Donc je vais ainsi montrer comment l'islam est le plus souvent laissé à la marge de la dynamique antidiscriminatoire et que le traitement qui lui est réservé en France fragilise l'appropriation du principe antidiscriminatoire de manière générale par toute une série de logiques de dédouanement ou de mise à distance. Alors, je propose d'explorer ces enjeux à la lumière des résultats donc, de 2 recherches qualitatives que j'ai récemment effectuées dans le monde du travail. La première porte sur la manière dont les recruteurs dans différents secteurs d'activité, dans les entreprises privées, de plusieurs entreprises privées, s'approprient la question s'approprient le principe de non-discrimination. La seconde s'intéresse aux pratiques des militants syndicaux d'un grand syndicat français face aux discriminations dites ethno-raciales, ce qui me permet donc de me placer aussi bien du côté d'acteurs qui sont directement en position de discriminer que du côté de ceux qui sont supposés faire du principe de non-discrimination un vecteur de droit pour défendre les salariés. Donc mon point de départ, c'est d'articuler deux regards. Comment le traitement de l'islam en France est intégré à la dynamique antidiscriminatoire ou non, et ce que le traitement de l'islam fait, entre guillemets, à la dynamique antidiscriminatoire. Avant de me placer au plus près des subjectivités d'acteurs rencontrés donc, tout au long de ces 2 recherches, je voudrais revenir sur quelques repères contextuels qui ont néanmoins été très brillamment déjà introduits par Houda et par Marwan ce matin, donc j'irai assez vite. Et de toute façon, vu le temps imparti, ce ne seront que quelques fragments. Donc d'abord, par rapport à l'évolution de la dynamique antidiscriminatoire, donc depuis une quinzaine d'années, on assiste tous à ce déploiement en France du thème de la discrimination et plus récemment de celui de la diversité dans différents domaines de la vie sociale, parmi lesquels le champ de l'entreprise est largement concerné. Mais malgré un assez grand nombre de mesures, d'outils, de dispositifs, on pourrait appeler l'institutionnalisation ou le mouvement d'institutionnalisation de la lutte contre les discriminations apparaît comme un acquis extrêmement fragile, en particulier pour les critères dits ethno-raciaux. Alors, depuis qu'est apparu le terme de discrimination à la fin des années 90, diverses expressions se sont succédées et cohabitent aussi parfois. On parle de discrimination raciale, de discrimination ethno-raciale, de discrimination à l'égard des minorités visibles, de discrimination liée à l'origine, qui maintiennent en fait l'illusion d'un consensus pour parler de nombreux critères de discrimination, mais qui renvoient pourtant, et on le sait très bien, à un entremêlement de catégories et de significations, incluant bien sûr la religion, et donc qui nous renvoie à un univers de conception extrêmement varié.
Alors les héritages du traitement de l'immigration dans l'approche française de l'antidiscrimination jouent ici un rôle majeur et renvoient donc à toutes ces passerelles et ces amalgames entre les dimensions sociales, ethniques et religieuses qui ont façonné l'approche de l'altérité. Je passe très vite parce que Dame en a déjà parlé ce matin, mais depuis les années 60, qui ont marqué l'arrivée massive d'immigrés venant du Maghreb en France, les débats qui se sont succédés autour du thème de l'immigration ont mis en scène différentes figures de l'altérité sur lesquelles la question de l'islam opère effectivement un jeu d'ombre et de lumière, au point quand même, au fil du temps, et on l'a tous constaté, de renverser les implicites et les explicites. Avant, on parlait de l'islam sous couvert de ce thème très vaste de l'immigration. Aujourd'hui, on peut considérer que le traitement politique et médiatique de l'islam occupe une très large part des conceptions de l'altérité. Donc toujours est-il que les trois dimensions de l'origine, du social, de la religion demeurent fortement imbriquées et que c'est sur ce terreau que va émerger une attention grandissante de la part des pouvoirs publics pour la question des discriminations. Donc si les assemblages de sens entre origine, ethnie et religion sont fréquents, tout en fonctionnant, donc je le rappelle, le plus souvent dans un ordre de l'implicite, il convient de souligner que le corpus législatif français de lutte contre les discriminations, dans la lignée d'ailleurs des deux directives européennes du traité d'Amsterdam, pose à la fois un cadre commun par rapport au traitement des discriminations donc liées à la race, l'ethnie et la religion, et un cadre en partie différencié dans la mesure où les discriminations donc, fondées sur la race ou l'ethnie ont un spectre, en tout cas il y a une reconnaissance beaucoup plus large de leur existence, notamment en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, alors qu'on n'est pas du tout dans cette... On reste dans le domaine de l'emploi concernant les discriminations liées à la religion. Ça a été remis en question assez souvent par la Commission européenne. On trouve toute une série de documents qui abordent justement cette question, mais qui reviennent toujours sur le besoin de distinguer les différents critères. Alors, tout en étant intégré donc, à ce corpus législatif de lutte contre les discriminations, le critère de la religion va en même temps rester dans l'ombre ou dans l'implicite des discriminations dites raciales qui vont occuper tout l'espace du premier mouvement d'institutionnalisation de la lutte contre les discriminations au début des années 2000. Durant cette phase, alors je ne sais pas si ça dira, ça va dire quelque chose à beaucoup d'entre vous, mais peut-être pas à nos collègues qui viennent d'autres pays, mais il y avait ce dispositif donc fondé sur une plateforme téléphonique gratuite et leur relais en préfecture supposait donc traiter les plaintes contre les discriminations raciales, c'est-à-dire le 114 et les Kodak. Et en fait, ce dispositif s'adressait très clairement aux victimes de discrimination par rapport à l'appartenance supposée à une race, sur l'ascendance ou sur l'origine nationale ou ethnique supposée. Et là encore, on ne parle pas, en tout cas clairement ou explicitement, du critère de la religion. Ce critère, en fait, n'est explicitement abordé que plus tard, au départ très valorisé, même dans la lettre de mission du Premier ministre à Bernard Stasi par rapport à la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, donc qui va être ce deuxième mouvement d'institutionnalisation de la lutte contre les discriminations. Et donc là, on retrouve la religion. Bien sûr, la HALD prend en compte bien d'autres critères, mais mentionne clairement la religion. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le rôle de la HALD parce que je ne crois pas que cette instance ait joué un rôle majeur dans la reconnaissance ou dans la légitimation des discriminations liées à l'origine, à la religion. Aujourd'hui, la HALD donc est fondue dans ce qu'on appelle le défenseur des droits.
je dirais ces deux dispositifs institutionnels offrent une image statistique extrêmement faible des discriminations liées à la religion, puisqu'on tourne sur une moyenne de 2%, à peu près si on prend vraiment les débuts de la HALD par rapport au premier rapport annuel en 2005 jusqu'en 2012. Je ne rappellerai pas non plus le rôle extrêmement ambivalent de la HALD dans l'affaire de la crèche Babylou. Donc voilà, un rôle plutôt ambivalent et très controversé. Alors avec le déploiement du thème de la diversité, à la moitié de la première décennie 2000, notamment donc dans le cadre de l'entreprise, on ne peut pas dire qu'on a véritablement gagné en précision sur l'ensemble des critères ethno-raciaux et sur la question de la religion, peut-être même bien au contraire. Alors on trouve effectivement toutes sortes d'enquêtes, d'évaluations sur l'appropriation du principe de non-discrimination dans les entreprises, via donc la promotion de la diversité. Mais on constate surtout une circulation entre un implicite, encore une fois, et un explicite, qui s'est extrêmement densifié avec les multiples campagnes de communication autour de la promotion de la diversité. Donc la diversité, elle retient surtout le critère d'origine, c'est un peu le sacre du critère d'origine, et on parle assez peu du problème de la religion. On a une enquête, l'Observatoire Ségos et la chaire Management et Diversité de la Fondation Paris-Dauphine, qui a fait une enquête donc, en 2011 et qui révèle effectivement, qui fait émerger des chiffres par rapport à l'intolérance religieuse en entreprise, mais sans en dire tellement plus. Une illustration à la fois intéressante, mais aussi cocasse, je dirais, de la prise en compte de la religion par rapport au principe de non-discrimination. On le trouve sur l'ancien site de la Charte de la diversité, parce que j'ai vu qu'ils ont changé le bandeau depuis quelques temps. D'un côté, donc, ils énoncent les différentes catégories que couvre la notion de diversité. Alors, tout public, minorité visible, femmes, personnes en situation de handicap, seniors, orientation sexuelle, ZUS, zone urbaine sensible, qui révèlent donc les oscillations entre des référentiels généralistes et des référentiels différentialistes. Et sur ce même site, pendant longtemps, on avait un bandeau, en fait, avec une photo choisie donc, pour témoigner de cette diversité, où on trouvait une femme voilée. Donc, bon, de manière assez surprenante par ailleurs. Alors, après ces quelques fragments, cette mosaïque d'éléments, je vous propose à présent d'explorer donc à partir des registres argumentaires des recruteurs et des militants syndicaux que j'ai rencontrés, comment les uns et les autres se positionnent par rapport à l'engagement contre les discriminations. La force et la nature de l'interdit pesant sur une pratique discriminatoire sont fixés dans des cadres qui, on peut le présenter de la sorte, fonctionnent comme des sortes de théories implicites de l'antidiscrimination. Ça fait un peu référence finalement à cet espace de tension dont parlait Ouda Hassal précédemment, entre discrimination légale et discrimination légitime. C'était ça qui m'intéressait d'explorer dans ces enquêtes. Alors, je vais donc me concentrer sur les manières dont l'islam s'intègre ou non à ces pratiques justifiables pour les recruteurs et pour les militants syndicaux, en dressant donc une sorte de typologie des grandes positions, une typologie encore assez grossière qui présente un lien donc plus ou moins explicite entre l'islam et le principe de non-discrimination. Alors on peut distinguer au moins 4 grands positionnements. Les 2 premiers grands positionnements s'inscrivent dans une dialectique qui va de la fermeture absolue face à la prise en compte de certaines pratiques liées à l'islam dans l'espace des conceptions de l'antidiscrimination,
et qui s'étend jusqu'à la relativisation de l'impact des différences dans la grammaire des inégalités et des injustices. Donc première position, la première position en fait, elle se traduit par le fait, pour une partie, alors là davantage des militants syndicaux que des recruteurs qui restent assez discrets sur tout ça, il faut bien le dire, la question de l'antidiscrimination les amène directement en fait au débat sur le communautarisme, sur les dérives communautaires, c'est-à-dire il n'y a plus d'espace entre l'antidiscrimination et la lutte contre le communautarisme. Donc on est un peu, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Les questions que posent certaines pratiques de l'islam, en particulier le voile et les salles de prière, sont vécues donc par certains même comme une dérive ou un excès de l'antidiscrimination. Finalement, c'est parce qu'il y a eu toute cette mobilisation autour de l'antidiscrimination que certains se permettent aujourd'hui de demander, de porter le voile ou de demander des salles de prière aux yeux de certains militants syndicaux. Donc l'islam apparaît alors associé à un risque d'instrumentalisation de l'antidiscrimination, ce qui tend évidemment à neutraliser dangereusement toute discussion sur les stéréotypes associés à cette religion. C'est très dur après, dans le cours de l'entretien, d'essayer de les faire, de faire émerger une réflexivité par rapport à ça. Donc, au-delà de ces positions de fermeture, qui ont pour caractéristique d'amalgamer donc toutes sortes de situations, les militants syndicaux se montrent aussi complètement dépassés par ces questions. C'est un peu ça, c'est la deuxième position. C'est finalement le refoulement ou la mise à distance de la non-discrimination par la crainte des débats suscités par l'islam. Là, on trouve alors, le découragement, la peur face à l'usage des catégories de la différence, qui amène donc une partie des militants à refouler la réflexion et l'action antidiscriminatoire dans son ensemble. Je pense notamment à un militant qui me disait « Moi, j'avais pas compris qu'il fallait parler maintenant de musulmans, je continue à parler d'arabe, donc je sais plus ce qu'il faut dire, je ne sais plus ce qu'il faut faire. » Voilà, qui montre, qui se présente comme complètement désarmé, complètement perdu par rapport aux catégories de la différence. Alors, conjuguant, on le voit, un vaste ensemble de problèmes, la question du traitement politique des identités, dans ce cas-là, donne vite lieu à une rétraction idéologique sur le strict respect des principes qui animent en théorie la culture politique républicaine. Donc, l'espace de discussion est extrêmement fermé, et dès lors, la gestion des questions liées à l'islam est davantage considérée comme un risque discriminatoire en soi, à l'égard de la population dite majoritaire, que comme une déclinaison possible de la lutte contre les discriminations. Donc voilà, l'appui sur, je dirais, le principe d'indifférence aux différences, qui n'est pas une grande surprise dans la manière dont il est épousé par les recruteurs, mais aussi par les militants syndicaux. Donc, je dirais, fait émerger deux positions, à la fois par conviction idéologique, qui est plus ou moins matinée de nationalisme, mais aussi par dépit, par découragement, par un certain confort aussi. Pourquoi se casser la tête à se poser toutes ces questions, on ne s'en sort pas, on préfère, on n'y comprend rien, et finalement se ranger à une position stricte est beaucoup plus simple. À l'inverse des deux premières positions que nous venons de voir, on peut distinguer deux autres types de positions qui animent cette fois un lien plus ou moins direct entre islam et non-discrimination. En fait, l'enjeu qui traverse ces deux positions est que l'islam apparaît, donc là on le trouve en particulier du côté des recruteurs, des managers, comme naturellement intégré à la lutte contre les discriminations, où il est présenté comme l'illustration d'une naturalisation de la lutte contre les discriminations. Donc je vais finir sur ces deux positions, comme me le propose Ramon. La première de ces positions, ça consiste en fait à intégrer par extension l'islam dans la dynamique antidiscriminatoire par le pouvoir connotatif de certains critères tels que le territoire, l'espace des quartiers populaires, des banlieues, qui a eu un certain succès dans toute la promotion de la diversité.
Et donc, et qui montre bien d'ailleurs les déductions plus ou moins explicites qui se font sur la base de l'action antidiscriminatoire propre à ce critère de la banlieue, du territoire, et finalement qui normalise un peu, enfin beaucoup, l'effort antidiscriminatoire dans des dimensions sociales plus classiques. Donc le volontarisme récent des entreprises en matière de diversité a mobilisé dans certaines de ces déclinaisons la relation entre territoire et origine. Et donc ces dispositifs fonctionnent sur un implicite, sur le fameux proxy de la combinaison du quartier et du diplôme, et qui borde donc souvent le traitement des discriminations liées à l'origine. Et en fait, ces mêmes dispositifs amènent les recruteurs, certains recruteurs et certains militants syndicaux qui de plus en plus utilisent le terme musulman ou la question de l'islam dans leur manière de catégoriser les différences, à dire mais on n'a aucun problème avec l'islam, comme justification d'emblée opposée aux soupçons de discrimination dans leur entreprise ou dans le syndicat. Enfin, et je m'excuse d'aller aussi rapidement, mais on pourra y revenir dans la discussion bien sûr, la quatrième position se fonde, et donc la deuxième de ce dernier couple, se fonde quant à elle sur les discours de promotion de la diversité qui encouragent pour partie la valorisation intrinsèque des différences en se combinant à bien sûr une argumentation en termes d'intérêt. Donc la diversité et alors ce business case dont parle la littérature anglo-saxonne qui conduit les recruteurs à en exposer les profits potentiels. Donc bien sûr, les différences dans ce cadre-là sont d'abord réifiées et essentialisées à travers la mobilisation de catégories ou de stéréotypes positifs. Et donc l'attention portée à certaines pratiques liées à l'islam, en particulier la question du ramadan, le fait de pouvoir aménager des horaires pour les uns et les autres, que c'est très pratique, comme le soulignait un recruteur, d'avoir des musulmans dans la période de Noël, parce qu'il y a des gens qui vont venir travailler, notamment. Donc devient le signe d'une application, a posteriori bien sûr, pardon, d'une application du principe de non-discrimination. Donc, ou alors je pense également, dernière illustration c'est promis, au manager d'une grande chaîne de restauration rapide qui reprend à son compte le slogan « Venez comme vous êtes » pour valoriser le fait qu'il a plein de musulmans dans son restaurant et que ça ne pose aucun problème. Oui, on peut leur donner 10 minutes quand il y a le ramadan pour se reposer un peu et en vantant l'idée qu'ils respectent un principe de non-discrimination via ce type de pratique. Donc ici, on trouve finalement une mise à distance de la non-discrimination par une sorte de naturalisation de l'adaptation managériale de l'entreprise. Et donc les équilibres vantés sont considérés comme le fruit d'une dynamique naturelle qui profite à l'entreprise et non une logique volontariste de non-discrimination. Voilà, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire et surtout à conclure de manière un petit peu moins brutale, mais j'aimerais respecter le temps encore plus en tant que co-organisatrice. Merci beaucoup. Merci Alexandre.